À une table de poker, un solveur pousse un tapis après avoir évalué une forêt de scénarios, puis se tait. Demandez-lui pourquoi cette mise plutôt qu'une autre, il ne répondra rien. Pourtant, cette absence de récit rend sa décision solide. Que perd-on en exigeant des mots ? Épisode IA. Faut-il forcer les experts silencieux à s'expliquer ? Chapitre 1. L'action sans voix. Une décision peut être juste avant de devenir racontable. À l'écran, après une multitude de calculs, il ne reste qu'un bouton, miser. Dans un atelier, un bras robotique doit assembler une structure sans laisser tomber la pièce qu'il tient. Ces deux systèmes peuvent produire des actions remarquables tout en étant incapables de donner une justification en langage naturel. C'est l'énigme des experts silencieux. Leurs compétences ne se présentent pas sous la forme d'une phrase à vérifier, mais comme une politique d'action. Face à une situation, elles sélectionnent une réponse. Le papier de l'université de Princeton consacré à l'EACT part précisément de là. Il appelle oracle d'action ces spécialistes non linguistiques, depuis les solveurs de jeux jusqu'aux planificateurs robotiques. Leur force tient au mouvement retenu, non aux mots produits. Sur Flop Hold'em, un jeu qui compte environ 1 milliard d'états d'informations, les auteurs rapportent que l'EACT dépasse expert itération de 60 millibig blind par partie et se rapproche 5 fois davantage de la solution exacte d'un solveur. Le même travail indique que, sur Builderbench, un benchmark robotique, l'EACT est la seule méthode d'apprentissage évaluée qui améliore l'imitation directe par rapport à son ancrage initial. Ces résultats proviennent d'une prépublication archive des chercheurs de Princeton. Ils n'équivalent donc pas encore à une validation par les pairs. Mais ils rendent le problème concret. Une décision performante peut venir d'un mécanisme qui ne ressemble pas à une explication. Pour un dirigeant, la distinction compte. Un système qui optimise une trajectoire peut être excellent pour faire bouger une machine, tout en restant difficile à auditer lorsqu'il faut comprendre un incident, transmettre une pratique ou défendre une décision devant un régulateur. On demande alors du texte parce qu'une organisation peut le discuter et le confronter à ses procédures. Seulement, ajouter une phrase après l'action ne garantit pas que la phrase a causé l'action. Dans le poker, la mise est le résultat observable. L'histoire sur les cartes adverses peut n'être qu'un vernis posé après le calcul. La vraie question n'est donc pas « une IA peut-elle expliquer ?» Elle est plus exigeante. Comment enseigner à verbaliser sans confondre une explication utile avec la mécanique qui a réellement produit l'action ? Chapitre 2. Faire parler l'oracle. Le langage entre dans la machine comme une contrainte, pas comme un témoin. L'EACT ne prétend pas découvrir une petite voix cachée dans le solveur. Son coup de force est plus sobre, traiter la pensée comme une variable latente, c'est-à-dire une structure non observée que l'on infère à partir de ses effets. On montre à un modèle de langage des situations et les actions d'un expert muet. Il doit proposer un raisonnement qui rende l'action intelligible, puis ce raisonnement est évalué par sa capacité à aider le modèle à reproduire de bonnes décisions. L'explication devient ainsi un objet d'apprentissage, pas la transcription d'un journal interne que l'oracle aurait tenu. Dans un atelier, le planificateur robotique indique une prise à gauche, un détour autour d'un obstacle, puis une pause à hauteur précise. L'EACT cherche une formulation qui transforme cette suite de mouvements en leçons utilisables par un apprenant linguistique. Cette opération a une valeur pédagogique réelle. Elle transfère le savoir-faire d'un outil spécialisé vers une interface utilisable dans les procédures d'une équipe. Elle peut aussi réduire le coût de réutilisation d'une expertise enfermée dans un solveur. C'est là que se loge l'enjeu économique. La performance brute reste dans l'oracle, mais le langage peut devenir une couche de distribution. Celui qui possède le solveur contrôle l'intrant rare, les décisions de haute qualité. En les transformant en explications contrôlables, un autre acteur peut faire entrer cette expertise dans le flux de travail des opérateurs. Ces deux positions ne captent pas la même valeur. L'une possède la capacité de décision, l'autre possède le canal organisationnel qui rend cette capacité déployable. Dans des systèmes autonomes, le risque n'est pas seulement technique. Une explication fluide peut donner au client l'impression qu'il achète de l'auditabilité, alors qu'il reçoit peut-être une interface pédagogique au-dessus d'un mécanisme opaque. Cela ne rend pas l'interface inutile. Une notice claire reste préférable à un boîtier fermé lorsqu'il faut diagnostiquer un problème. Mais il faut nommer ce que l'on achète. La fidélité causale répond à une question étroite. Les mots décrivent-ils les facteurs qui ont effectivement déterminé l'action ? L'utilité opérationnelle pose une autre question. Ces mots permettent-ils à une personne de mieux anticiper, contester ou corriger le système ? Une même explication peut réussir le second test et échouer au premier. Si l'on mélange les deux, le récit devient une preuve qu'il n'est pas. Dans une entreprise, cette nuance décide aussi de la répartition des responsabilités. Une équipe produit peut s'appuyer sur une explication
justification pour guider une revue humaine, tandis qu'une équipe de sûreté exige des journaux techniques pour instruire un écart. Confondre les deux conduit à acheter un discours là où il faudrait une capacité d'enquête. Le test décisif n'est donc pas la beauté d'une justification, c'est ce qui se passe lorsqu'on s'en sert pour modifier une décision. Chapitre 3. Le récit et la cause. Une explication rassure, un contrôle doit résister. Ce décalage éclaire aussi certaines décisions expertes humaines. Un maître d'échecs peut repérer une position dangereuse avant de dérouler ses variantes. Dans un bloc opératoire, un praticien peut interrompre un mouvement à cause d'un détail anormal, puis mettre des mots sur les indices perçus. Cette reconstruction n'est pas nécessairement mensongère. Elle peut transmettre une vigilance précieuse, elle n'est simplement pas, par défaut, la preuve fidèle du processus qui a déclenché la décision. Avec un modèle, le danger est amplifié par l'aisance du langage. Une justification bien écrite ressemble facilement à une chaîne de causes. Or, la forme verbale ne donne aucune garantie sur le lien entre les mots et le calcul sous-jacent. Le acte est intéressant parce qu'il rend ce problème visible au lieu de le masquer. Il apprend des raisonnements à partir d'actions et cette distance doit rester affichée dans la gouvernance du système. Pour décider, on peut utiliser une grille simple. Commencer par la gravité de l'action. Si l'action pilote une recommandation réversible et surveillée, une explication pédagogique, évaluée sur son pouvoir prédictif, peut suffire. Dès qu'elle engage un mouvement physique difficile à annuler ou une décision qui affecte un droit, il faut distinguer le commentaire de la trace. La trace permet de rejouer la décision avec son contexte et la version du modèle. Elle ne demande pas au système d'inventer une intention, elle conserve les éléments nécessaires pour enquêter. Regardez ensuite qui supporte le coût d'une erreur. Le fournisseur peut vendre une explication élégante, mais l'opérateur qui doit arrêter une ligne de production ou répondre à un client paie le prix du faux sentiment de compréhension. La charge de preuve doit donc suivre l'exposition au risque, non la qualité rhétorique du récit. Enfin, testez l'explication contre une intervention. Si elle affirme qu'un obstacle ou une information explique l'action, changez cet élément dans un environnement contrôlé. L'action varie-t-elle comme le récit le prédisait ? Cette épreuve ne livre pas une vérité métaphysique sur le modèle. Elle vérifie quelque chose de plus utile. Le texte sert-il de levier pour anticiper le comportement ? C'est une différence de gouvernance majeure. Un tableau de bord qui sépare justification générée, traces de décision et test d'intervention évite de mettre trois réalités sous le même mot d'explication. Le solveur de poker du début n'avait pas besoin d'un récit pour choisir sa mise. Si l'on veut déléguer autour de lui, il faut savoir quel type de preuve réclamer. La bonne question, face au prochain expert silencieux, n'est pas « parle-t-il bien ?», elle est « son histoire nous permet-elle de modifier l'action ou seulement de mieux l'accepter ?» Une explication qui ne résiste pas à l'intervention est un décor. Avant de demander des mots à un expert silencieux, demandez quelle preuve vous protège quand sa décision compte. Le récit peut ouvrir la porte, la trace doit tenir le poids.